riche. C'est sur cette petite route de campagne, sur les hauteurs de Nice, que s'est signé l'épilogue de l'une des affaires les plus retentissantes de l'année. Voilà, vous voyez, la voiture était garée ici, dans le sens descendant, et elle était sur toute la partie où il y a le goudron, là, quoi. Intrigué par la plaque d'immatriculation à moitié décrochée, ce retraité part prévenir son gendre, qui vit juste à côté. Et lorsque le gendre arrive pour inspecter le véhicule, Au moment où il s'est approché, il a entendu crier dedans, et puis c'est là où il a vu qu'il y avait la femme derrière, dans le Kangoo, dans l'utilitaire, quoi. l'homme brise la vitre et découvre ligotée la femme que toutes les polices de la région recherchent depuis 48 heures. Jacqueline Vérac, une richissime veuve de 76 ans. Elle est à la tête d'un patrimoine immobilier considérable, qui comprend notamment le Grand Hôtel de Cannes et ses suites à plus de 1 500 € la nuit. Elle possède aussi l'un des restaurants les plus prestigieux de la région, la Réserve. Au départ, les enquêteurs ont tout de suite pensé au grand banditisme. Mais ils vont rapidement s'apercevoir qu'ils ont affaire à une bande de pieds nickelés. Un commando improbable, qui serait composé notamment de Tintin le paparazzi, Philippe le SDF et Giuseppe le restaurateur. Mais qu'est-ce qui aurait pu amener ces hommes, pour la plupart sans histoire, à s'unir pour kidnapper Jacqueline Vérac? Cette histoire prend peut-être ses racines en 2002. Giuseppe Serena, un homme d'affaires italien, tient dans cette rue du Vieux-Nice un restaurant d'à peine 10 mètres carrés avec son jeune compagnon, le talentueux chef finlandais, Juni Tormanen. C'est à ce moment-là que Jacques Gantier, critique gastronomique, fait la connaissance du couple. Donc ça, c'était très sympa parce que la cuisine de Tormanen, c'était une cuisine d'instinct percutante, la cuisine du produit. Et Giuseppe était un peu l'aubergiste, avec un peu une sorte de voix forte, comme ça, de personnalité assez attachante et assez, inhabituelle. Le succès est au rendez-vous. Et en 2006, le couple décroche une étoile au guide Michelin. Dès lors, Giuseppe voit beaucoup plus grand et décide de relancer une institution niçoise à l'abandon depuis des années. Le restaurant La Réserve et sa vue imprenable. Un établissement qui appartient à Jacqueline Vérac. La riche veuve accepte de lui louer les lieux pour un loyer en dessous du prix du marché. En échange, Giuseppe doit remettre le restaurant à neuf. En 2007, juste après l'inauguration, comme on le voit sur ces images, le couple semble heureux. C'est bon, non, ça va très bien. On va mettre le citron, feuille de laurier. Le problème, c'est que pour en faire la plus belle table de la ville, Giuseppe a investi des sommes considérables. Plus de 900 000 €, une folie selon le critique gastronomique. Disons qu'ils emploient une quarantaine de personnes, ce qui était quand même démesuré ou très ambitieux. Mais Giuseppe Serena avait, des idées peut-être de grandeur, de développement peut-être qu'il n'a pas maîtrisé, qu'il n'a certainement pas maîtrisé. Et très vite, ça a duré 18 mois, et en 18 mois, l'affaire a capoté. Le restaurateur croule sous les dettes. En 2009, la réserve est placée en liquidation judiciaire. Giuseppe est contraint de mettre la clé sous la porte. Jacqueline Vérac récupère son bien entièrement rénové et relance l'affaire sans lui verser un centime. Se sentant lésé, Giuseppe Serena commencerait à nourrir une rancœur tenace à l'encontre de la riche héritière et ne s'en cache pas, comme le raconte cet ancien employé. J'ai fait la gare contre Vérac. Il a fait beaucoup de travaux. Il me devait donner un peu d'argent parce que moi je lui ai pris un endroit qui valait zéro. Il se retrouve avec un argent à fond de commerce, un restaurant qui marche.
Et il voulait la reconnaissance par rapport à ça. C'est pour ça qu'il avait été reconnu avec eux. Pour l'avocat de Giuseppe Serena, ce contentieux devait se régler tout à fait légalement. Monsieur Serena, judiciairement, demandait effectivement une indemnisation de l'investissement qui avait été le sien, au moins l'investissement financier à hauteur de 900 000 €, ce qui est une somme tout à fait considérable. Mais la procédure s'éternise, et en octobre 2016, 7 ans plus tard, Giuseppe n'a toujours rien perçu. Et il a un nouveau projet très ambitieux, racheter le Coco Beach, un restaurant situé juste en face de la réserve. Montant de l'opération, 2 millions d'euros. Une somme qu'il aurait dû verser au plus tard, le 31 octobre dernier. C'est à ce moment-là que serait née l'idée de kidnapper la millionnaire. Mais Giuseppe n'a rien d'un professionnel du crime et confierait cette mission à celui qu'il imagine alors être l'homme de la situation. L'une de ses connaissances, un certain Philippe Dutton, ex-membre des forces spéciales britanniques, comme l'explique son avocat. Les personnes qui souhaitaient faire ce rapt ont eu connaissance des compétences de mon client, parce que c'est un ancien militaire. Et c'est pour cette raison-là qu'il a été contacté pour, en fait, je dirais, encadrer, être, entre guillemets, le chef de chantier de l'opération. Mais cela fait 20 ans que le Britannique n'est plus au service de Sa Majesté. À Nice, Philippe Dutton est plus connu pour être sans domicile fixe et dormir sur cette plage privée. C'est d'ailleurs ici qu'il aurait recruté son lieutenant, le gardien de nuit de la plage. Il est surnommé Tintin, et lui aussi aurait un parcours atypique selon le patron de la plage privée. Quand je l'ai embauché, il cherchait du travail. Il avait fait, en effet, d'après ce que j'ai compris, le métier de paparazzi ou ce genre de choses. Bon, mais c'est quelque chose qui, a priori, il avait quitté. Et de ce fait, je dirais, je l'ai moi embauché comme gardien de nuit. Tintin, de son vrai nom Luc Bourselas, est un ancien paparazzi qui a connu son heure de gloire dans les années 90, avec ses clichés volés de stars, comme celui-ci, où l'on voit Caroline de Monaco. Pour ce photographe qu'il a bien connu, Tintin avait des méthodes sulfureuses. Tintin, il fait plutôt partie des gens qui n'ont pas de scrupules. Après, tout le monde savait que c'était un photographe borderline. Il pouvait prendre des risques ou pénétrer chez des gens de façon illégale. Philippe Dutton, le SDF, confierait à Tintin la mission de surveiller les moindres faits et gestes de Jacqueline Vérac. Le gardien de nuit retrouve ses réflexes de paparazzi et achète sur Internet ses balises GPS. Puis les installe sous le 4x4 de la millionnaire. Après une semaine de filature, le commando est prêt à passer à l'action. Pour procéder à l'enlèvement, 3 hommes de main sont recrutés. Le 24 octobre dernier, dans le centre-ville de Nice, il est 12h15. Jacqueline Vérac sort de son garage. 3 hommes se jettent sur elle et l'embarquent de force dans une camionnette blanche. Seul témoin du rapt, la factrice, qui se réfugie juste à côté, dans la pharmacie de Maria. Bon, elle pleurait, elle criait, après elle s'est un petit peu calmée, mais elle était vraiment très secouée, très choquée. Ce qui l'a alertée, ce sont ses cris, les cris de Madame Vérac, qui criait au secours, au secours, au secours. Elle s'est vraiment débattue et elle criait pour alerter un maximum de gens, mais malheureusement à ce moment-là, il n'y avait personne dans la rue. Les proches de la millionnaire, comme Françoise, l'une de ses meilleures amies qui vit dans la même rue, sont alors morts d'inquiétude. Je vois le Nice matin avec la photo de Jacqueline. Et là, je me suis écroulée, j'en pouvais plus. Je me suis dit, oui, bien sûr, qui ? Mais qui lui en veut ? Qui ? Pourquoi ? Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. La millionnaire a été enlevée par une bande qui en veut à son argent. Le soir même du kidnapping, le commando de Pied-Nickelé téléphone au fils de Jacqueline Vérac. Sophie Jonquet, son avocate, est à ses côtés.
À l'autre bout du fil, le ravisseur ne semble pas très à l'aise et oublie même la demande de rançon. C'est assez nébuleux, on va dire. Il y a eu un seul et unique contact qui se passe en langue anglaise, mais où il ne se dit rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange sur on veut ça, il n'y a pas de demande de rançon, il n'y a même pas d'indication du fait qu'on aurait kidnappé Jacqueline Vérac. C'est juste un contact téléphonique. Le fils de Jacqueline Vérac demande à parler à sa mère et on ne lui répond pas et on lui raccroche au nez. Les ravisseurs n'auront pas d'autre occasion de demander une rançon. Sous la voiture de Jacqueline Vérac, les policiers découvrent les balises GPS. Grâce à leur numéro de série, ils remontent jusqu'au fameux Tintin. L'ancien paparazzi a commis une erreur de débutant en achetant les balises avec sa propre carte bancaire. Les policiers le laissent en liberté, dans l'espoir qu'il les mène directement à Jacqueline Vérac. Mais ce ne sera pas nécessaire. Apparemment, les kidnappeurs n'avaient même pas prévu de lieu pour séquestrer la millionnaire. Les ravisseurs la laissent donc sans surveillance dans cette camionnette, où elle sera libérée par un passant 48 heures après son enlèvement. La police interpelle Tintin à son domicile. Il est accompagné du SDF, ex-membre des forces spéciales. Tous deux désigneraient immédiatement Giuseppe Serena comme le commanditaire. Lui aussi est arrêté. Le soulagement laisse place à la consternation pour l'avocate et les proches de Jacqueline Vérac. C'est sûr, c'est une histoire de pieds nickelés. Quand on voit le casting, là, on se dit mais c'est pas possible, c'est un film, c'est OSS 117, Sincèrement, ça fait sourire. 8 personnes sont aujourd'hui mises en examen pour enlèvement et séquestration. Giuseppe Serena clame son innocence. Mais pour les policiers, il n'en serait pas à son coup d'essai. Il est désormais soupçonné d'avoir tenté de kidnapper Jacqueline Vérac 3 ans plus tôt, exactement au même endroit. À l'époque, un simple passant avait mis en fuite les ravisseurs. Le restaurateur et ses complices risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.